Bonjour à tous et bienvenue à Cible Grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je m'appelle Kevin Saint-Martin, je suis le coordonnateur de la chaire et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir comme invité Bénédicte Schopflin qui va nous parler du Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Bénédicte, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant Bonjour. de se lancer dans le vif du sujet, je vais te laisser un petit peu de place. J'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu nous dises ta formation, tes expériences, puis aussi de ton rôle au sein du réseau. Oui, absolument. À la base, rien ne me prédestinait particulièrement à ce travail, mais j'ai grandi dans un foyer intergénérationnel avec 3 générations de femmes sous le même toit. J'ai fait des études d'anglais, de littérature anglophone en France, puis j'ai émigré au Canada et une fois à Vancouver, j'ai géré une maison historique, qui avait des fantastiques programmes de bénévolat intergénérationnel, notamment avec un groupe voisin qui était un centre d'activité, pour, personnes aînées et ça a été mon premier pas un petit peu dans cette direction, à découvrir, ce qui se passe quand on rassemble des gens de différents âges pour, agir, pour, apprendre, pour s'amuser et ça a commencé un petit peu à ouvrir, une petite porte, et puis, de mon côté, dans ma vie personnelle, ma grand-mère qui m'avait élevée en partie a dû être admise en France dans un établissement de soins de longue durée, et bien que c'était censé être un des «meilleurs» entre guillemets, quand je lui ai rendu visite, je m'étais assez horrifiée de voir la situation et du manque d'attention qui était prêté, aux résidents, à leur bien-être, à leur joie, à leur participation, sociale, intellectuelle et donc ça a un petit peu allumé, une mèche en moi, on va dire et puis, comme la vie fait bien les choses parfois, de retour à Vancouver, j'ai été engagée pour faire la communication, au Centre canadien pour, l'étude sur l'étude du droit des aînés et au Réseau canadien pour la prévention de la maltraitance, puisqu'ils travaillaient ensemble à l'époque et là, tous les morceaux du casse-tête, en fait, sont tombés, en place et j'y suis toujours et j'en suis, devenue, la directrice, nationale en 2018 donc ça fait maintenant quelques années. Félicitations. Merci. Euh, le nom de l'organisme en dit quand même déjà long, un réseau canadien de prévention du mauvais traitement des aînés. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus c'est quoi l'organisme, c'est quoi sa mission? Oui, bien sûr, ben, c'est un organisme, en fait, qui existe depuis 25 ans. Ça a commencé de façon assez informelle, c'était des professionnels d'horizons divers qui se trouvaient souvent face aux mêmes réalités et aux mêmes complexités, des situations de maltraitance et de négligence et aussi qui étaient confrontés au manque de ressources, autant pour leurs clients que pour, eux-mêmes, des fois, quand ils étaient face à un problème qu'ils savaient pas résoudre et donc Mhm. ces personnes-là se sont rapprochées, pour créer comme une communauté de pratique de sorte et puis en 2011 ou 2012, le réseau a obtenu une subvention de Nouveaux Horizons, les subventions pancanadiennes pour bâtir un site bilingue unique en son genre, qui était vraiment comme une plateforme pour faciliter l'accès à l'information, aux ressources, aux études, aux contacts de soutien à travers le pays. Tout ça pour, aider aussi à étendre l'éducation et la sensibilisation du public à la question de la maltraitance. Donc depuis, bien entendu, ça on a vu une demande, la demande grandir pour, Mhm. tout ce qui a à voir avec l'information sur la maltraitance et puis notre mission s'est étendue aussi pour incorporer le travail sur les politiques et pour essayer, non seulement de connecter les gens entre eux, mais de développer vraiment une approche plus cohérente, plus solide au niveau pan-canadien sur la question de la maltraitance. Et autant que je sache, on est encore les seuls à faire ce travail et à être uniquement dévoués à cette question, à travers le pays. Oui, à ma connaissance, il y a de plus en plus d'organismes de maltraitance qui commencent à émerger, mais des organismes pan-canadiens avec une mission de rejoindre les acteurs puis de faire une grosse tâche de transfert de connaissances. Ça semble être pas mal vous qui menez le terrain. Oui. Euh, Justement, on parlait de cette idée-là de connexion. On s'entend que le Canada, c'est quand même un grand pays, qu'on voit plein de différences dans les lois, les politiques, les différentes actions qu'il y a dans les provinces, dans les territoires. Fait que ce travail-là du réseau canadien, de mettre tout ça en commun, comment est-ce que ça se structure? Comment est-ce que ça s'organise en termes de lutte contre la maltraitance, pour trouver une approche là, globale? Ah oui, mais ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend, de bâtir, des relations et de la confiance entre tout le monde et puis oui, en effet, les choses sont vraiment très différentes,
d'une province ou d'un territoire à l'autre. Les réalités ne sont pas les mêmes, même les services en existence ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde à travers le pays, on voit des avancées claires, on voit des progrès dans les régions où les gouvernements provinciaux ou territoriaux ont vu bon de soutenir le travail et puis de le financer de façon adéquate, de façon soutenue. Donc, par exemple, le Québec ou la Colombie-Britannique, l'Alberta maintenant aussi, il y a des structures solides en place, il y a de la capacité, non seulement pour délivrer de l'éducation et des soutiens en accord avec une stratégie provinciale robuste, Mhm. mais aussi, comme ils ont justement cette capacité, il y a la structure nécessaire pour quantifier les avancées et les progrès plus clairement. Ce qui est quand même très important puisque ce qu'on entend très souvent, c'est qu'il faut avoir plus de données sur la question de la maltraitance et bon, pour avoir la donnée, il faut avoir les données, il faut avoir la capacité, de les, rassembler de façon, systématique. Mais bon, comme je disais, c'est pas le cas partout. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour des personnes qui se trouvent dans certaines parties du pays. L'accès, aux ressources ou à un réseau de prévention, provincial est beaucoup plus limité. Et quand en plus on prend, en compte quelque chose comme, la diversité de la population aînée et par exemple pour les francophones en situation de minorité, on est aussi quand même assez loin du compte. Donc, nous là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a pas de réseaux provinciaux, territoriaux, sur la maltraitance ou pour la prévention de la maltraitance des aînés dans chaque juridiction, loin Mhm. de là. On essaie de changer ça parmi tant d'autres choses. Et puis, il faut quand même noter aussi qu'au niveau canadien en entier, il n'y a pas de plan ou de stratégie gouvernementale fédérale sur la question de la maltraitance, ce qui aiderait à faire avancer les choses peut-être un peu plus. Il y a un petit peu de chemin qui s'est fait, à ce que je sache, parce que ben, j'ai travaillé sur la définition fédérale là, de Mhm. la maltraitance, mais depuis, à ce que j'entends, il n'y a pas eu d'autres mouvements ou il n'y a pas d'action là, concrète sur le plan fédéral pour structurer la lutte contre la maltraitance. C'est bien ça. Malheureusement, la question de la maltraitance a tendance à glisser au fond de la pile des priorités assez souvent, et donc il faut toujours argumenter pour faire remonter ça dans la liste. Puis, concrètement, comment vous faites pour vous assurer là, au réseau canadien que vos efforts, que ce que vous faites, que vous identifiez, les différentes initiatives, ça soit bénéfique directement pour les gens sur le terrain? Je pense aux travailleurs sociaux, aux chercheurs, aux décideurs publics. Oui, bah, c'est un défi, d'envergure. Hem, on a une base de membres, qui, est à travers tout le pays et qui représente toutes sortes de secteurs. On a vraiment, des membres qui sont, autant dans la recherche que dans le travail social, que, dans la police, dans les métiers du droit et cetera. Ça reste un défi, principal, hein, quand même, d'essayer de rester au courant, à la pointe, connecté, de partager tout ça, de faire ce passage d'informations, surtout avec un budget limité, bien entendu, parce que le soutien financier du gouvernement n'est pas exactement à la hauteur de la Mhm. tâche. Et puis en général, c'est un défi quand même, heu d'envergure, de faire de l'éducation au sujet de la maltraitance. Mais, on est une équipe, très petite, mais, très efficace. Et comme on est au niveau pan-canadien, on a toujours fait les choses, en virtuel bien avant, la pandémie et on a établi, de nombreuses connexions et de nombreux petits groupes de communautés de pratique pour régulièrement, entendre directement des professionnels dans leurs différents secteurs, comment les choses se passent et quels sont les problèmes ou les progrès qu'ils voient et les, pratiques recommandées et cetera. Et est-ce que vous produisez vos propres outils ou est-ce que c'est plus une tâche de diffuser ce qui existe déjà vers les gens sur le terrain? Au début, on faisait surtout du rassemblement d'informations et on diffusait ce qui existait déjà et puis plus le temps est passé et plus, on a réalisé que souvent, synthétiser certaines des informations, développer nos propres outils, nos propres infographies pouvait être très utile. Ça permet d'avoir vraiment les informations clés disponibles et de les faire passer, de les faire circuler plus facilement. Donc oui, parfois c'est, sous le biais de projets financés avec un axe particulier et parfois c'est vraiment,
sur le moment quand quelque chose se présente. Donc, par exemple, il y a 2 ou 3 ans de cela, on a réalisé qu'il y avait très peu de services d'abris, de maisons de transition qui soient uniquement pour personnes aînées et Mhm. que tout le monde ne savait pas forcément lesquels c'était et où ils se trouvaient. Donc, on a rassemblé des acteurs de ce secteur-là et on a créé une infographie sur le sujet qui mettait en lumière qu'est-ce qui existait, où il y avait des lacunes, quels étaient les critères principaux pour chacun de ces lieux, et cetera. Vraiment intéressant comme projet, puis j'y aurais jamais pensé. Est-ce qu'il y en a d'autres, des actions comme ça ou des projets là, en cours ou à venir que tu aimerais mettre de l'avant pour qu'on apprenne à les connaître un peu mieux? Oui, oh, il y en a plein, il y en a plein. Donc là, les 2 dernières années, on a fait des symposiums, en ligne, durant la semaine, des, victimes et survivants de crimes. Qui était focalisé sur un aspect. Donc, il y a eu celui sur les qui avait à voir avec les établissements de logement d'urgence. Et cette année, on en a fait un qui avait à voir avec le faciliter le soutien et les connexions pour les personnes qui sont victimes de violences basées sur le genre, surtout quand elles ont de l'expérience de troubles cognitifs Mhm. pour parler justement de comment est-ce qu'on peut avoir des meilleures pratiques pour soutenir des gens qui ont des troubles comme la démence, par exemple. Et donc, à la suite de ces symposiums, on résume l'information dans des infographies bilingues et avec toutes les informations de base, les contacts, les recommandations, etc. Au-delà des infographies, est-ce que le symposium en tant que tel a été enregistré, puis si les gens veulent aller le voir, c'est disponible? Oui, absolument. Tout ce qu'on fait comme les symposiums, les webinaires sont enregistrés et sont mis à la fois sur YouTube et sur notre site internet, donc accessible en tout temps, gratuitement pour tout le monde. Excellent. On va pouvoir s'assurer d'ailleurs là, de mettre le lien vers le site là, dans la description ou affiché à Parfait. l'écran pour que les gens puissent se rendre et retrouver tout ce que vous faites. Euh, on a parlé beaucoup de ce qui était en cours, puis de ce qui était dans le passé, de comment tu es arrivé à l'organisme et c'est quoi la mission à l'origine. Est-ce qu'il y a en fait, plutôt, qu'est-ce que ça serait la direction future que tu vois pour le réseau canadien? Ah ben, on n'en manque pas. C'est comme je disais, c'est un défi d'envergure que de faire de l'éducation au sujet de la maltraitance. C'est quelque chose que j'ai pas dit quand même, c'est que c'est un sujet qui peut être difficile, hein, qui peut faire peur, mais aussi qui est très souvent minimisé. Mhm. C'est une question dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas bien comprise. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne se pose pas de façon si commune que ça, alors qu'en fait, si, à l'heure actuelle, le pourcentage estimé très conservateur c'est que ça affecte une personne aînée sur 10 au pays, ce qui est énorme. Et donc, il y a beaucoup encore de travail à faire au niveau simplement de la reconnaissance que c'est un problème d'envergure, qu'il n'y a pas un profil type, que cela peut affecter n'importe qui, qu'il n'y a pas une solution magique, un bouton magique qui va tout solutionner, parce que les aînés sont une population diverse qui représente la diversité du pays et que donc il faut adapter euh, nos réponses et nos interventions à cette diversité. Et puis, un des gros problèmes quand même, c'est qu'on se trouve souvent face à des réactions où, parce que ça affecte les personnes aînées, ça a l'air de compter moins. Donc l'agisme reste une question auquel on fait face à tous les niveaux, dans notre Mhm. expérience de tous les jours, à essayer de sensibiliser, euh, mais parce que ça a tendance à rendre les personnes aînées et leurs problèmes invisibles aux yeux de la société. Et donc, quoi qu'on fasse dans l'avenir, la question de l'agisme vraiment est au cœur de la question de la maltraitance. Hein, elles sont totalement liées ensemble. Donc Mhm. ça va toujours faire partie de notre travail. À part ça, comme je disais, donc les webinaires gratuits, accessibles à tous que l'on fait, c'est toute l'année, tous les ans, pour apprendre aux personnes aînées et aux professionnels à savoir, que ce soit pour leur pratique professionnelle ou pour se protéger au niveau individuel, ce qu'ils ont à savoir. Donc ça peut couvrir les fraudes et arnaques, les interventions sécuritaires, la littératie financière, l'agisme en lieu de travail, enfin je pourrais en faire une énorme liste. Mhm. Et puis, on travaille aussi à l'heure actuelle sur un projet de 5 ans qui va se finir en juillet 2026. Donc
moins d'un an qui reste, Oui. dont le but est de développer des meilleures pratiques pour tous les professionnels qui sont dans les services sociaux, pour essayer de mieux intégrer les services destinés aux femmes aînées victimes de violences basées sur, le genre. Et donc sont vraiment des meilleures pratiques qui sont relationnelles et qui tiennent compte, des traumatismes et de la violence. Le but, c'est d'atteindre une meilleure équité dans l'accès aux services pour les personnes survivantes aînées, quelle que soit la porte d'entrée par laquelle elles passent. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de services spécialisés uniquement pour les aînés, et les services généraux sont rarement formés et équipés pour prendre en compte les besoins spécifiques de personnes aînées. Donc d'ici, à la fin de l'année 2025, on va avoir, des outils à partager avec le public dont on parlera bien entendu, et dont on fera la promotion. Et puis après, si on étend, parce que comme je disais, on a beaucoup de choses dans les Mhm. plans, on va continuer à pousser et à revendiquer au niveau canadien pour une stratégie fédérale sur le vieillissement qui contienne entre autres des considérations spécifiques et le financement qui va avec sur la prévention de l'agisme et de la maltraitance. Parce que, on peut plus vraiment, faire comme si ça n'existait pas quand on prend en considération les changements démographiques de notre pays et de la planète. La population âgée grandit, le nombre de personnes qui sont dans des situations de précarité grandit, le nombre de personnes qui sont à risque de développer une forme de trouble cognitif grandit, et ces questions-là, elles n'existent pas indépendamment les unes des autres, sous vide. Elles sont toutes reliées les unes aux autres et elles ont un impact les unes sur les autres. Donc ça, c'est des questions qui sont très pressantes pour nous. Et puis, au niveau international, parce qu'on fait aussi, quand même du travail à l'international, d'une certaine façon, on soutient l'appel au développement d'une convention aux Nations unies pour le droit des personnes aînées, pour que leurs droits, pour que nos droits, je devrais dire, parce qu'on vieillit tous et que ça nous Oui. concerne tous, pour que nos droits soient clairement établis et encadrés et respectés, à tous les stades de la vie. C'est un beau projet. Je pense que c'est un projet qui avait été lancé par l'International Network for the Prevention of Elder Abuse Oui, il y a quelques années. ça fait quelques années que ça bouge et qu'on en parle et que la vague grandit. Donc il y a de plus en plus d'organismes internationaux, nationaux et même locaux qui se sont ralliés à la cause et qui, poussent dans la même direction. Je remarque, puis je ne sais pas si c'est un constat qui est plus spécifique au Québec ou même plus spécifique à moi, mais tu nommais un besoin là, de sensibiliser, de faire connaître la maltraitance encore, qu'on a encore besoin de s'assurer que les gens là, soient là, de l'identifier, de la reconnaître. J'ai Mmh. l'impression qu'il y a un état très inégal sur le terrain de où les gens sont par rapport à la lutte contre la maltraitance, parce que j'ai des interlocuteurs qui me disent ah, arrêtez de faire de la sensibilisation, on le sait, on veut des outils. Puis j'en ai d'autres que quand on leur parle, ils sont comme c'est quoi ça la maltraitance, je connais pas ça, ça existe pas, ça arrive pas. On a comme deux niveaux qui sont un peu en lutte pour voir qui reçoit l'attention. Je sais pas si c'est juste mon impression, si tu le vois toi aussi. Non, non, c'est tout à fait ça. On n'est pas encore à un niveau, égal de compréhension et d'accès aux ressources de base. Donc oui, il y a certaines personnes qui veulent avoir, des outils plus pratiques ou qui veulent voir des changements, des fois dans le cadre, de la loi et cetera. Mais ce qui est très important, hein, je ne suis pas je dis pas que je suis pas d'accord, mais il y a encore aussi beaucoup de travail à faire à un niveau vraiment pour unifier la compréhension, pour aider les gens à reconnaître certaines situations, à reconnaître, les signaux, types qui indiquent qu'il y a une situation de maltraitance. Enfin, c'est vraiment ça, c'est la prévention, le principe, c'est d'essayer de mettre des jalons en place avant que les crises se manifestent, d'avoir que chaque personne soit éduquée, assez pour pouvoir justement faire baisser les facteurs de risque pour pouvoir faire, une intervention minimale avant que les crises se présentent et aussi, bien entendu, avoir ensuite en place un système coordonné, entre secteurs pour traiter les questions, quand la maltraitance est en place et se déroule. Et on peut même rajouter, you know, il y a vous savez, il y a d'autres personnes qui vont dire, «Oui, mais c'est bien de savoir, reconnaître la maltraitance et de dire aux gens, voilà comment intervenir et voilà où faire un signalement». Mais quand on fait un signalement, on n'arrive pas forcément à parler à quelqu'un ou on se fait envoyer d'un service à l'autre et l'affaire se perd et donc il y a du travail et des améliorations Oui. à faire à tous les niveaux de ce processus-là.
Juste le mécanisme légal en soi, même s'il y a un mécanisme de signalement, ça ne veut pas dire qu'il va être utilisé de façon optimale puis qu'il va amener des résultats concrets pour les gens. C'est ça, c'est bien ça. Euh, Question de clôture. Avant de fermer notre discussion qui était fort intéressante, est-ce que toi, personnellement, en fait, ce serait quoi l'aspect de ton travail que tu trouves le plus gratifiant à être au réseau canadien? Et nombreuses heures passées sur Zoom. Non, c'est une blague. Non, c'est généralement, je voudrais dire honnêtement, je trouve ça gratifiant déjà de travailler dans le monde des organismes à but non lucratif parce qu'on travaille avec des gens qui sont passionnés et qui ont l'intention déclarée d'améliorer les choses, le système, la qualité de vie pour tout le monde, à tous les âges, envers et contre tout. Il y a quand même, il y a beaucoup de compassion et d'efficacité ensemble. Enfin, je sais pas, c'est un monde qui me plaît beaucoup. C'est comme une injection d'optimisme réaliste, mais d'optimisme quand même dans un monde qui se prête pas beaucoup à l'optimisme ces temps-ci. Et puis pour le réseau lui-même particulièrement, comme je disais, on travaille en collaboration avec de nombreuses organisations à tous les niveaux, locaux, provinciaux, nationaux, dans différents secteurs. Et j'ai l'occasion de travailler avec des gens formidables qui sont passionnés de tous les âges, mais particulièrement des gens qui sont plus âgés que moi et qui sont l'illustration même de ce qu'on dit tous les jours, de ce qu'on a à contribuer, quel que soit notre âge, et qui me montre la valeur de l'expérience et d'une longue vie pleine et qui est motivée par l'altruisme. Donc ça me motive beaucoup. Une très belle chose à retenir de son travail. Sur cette note, j'invite les gens à aller consulter le site du Réseau canadien de prévention du mauvais traitement des aînés. J'ai pas l'URL en tête pour le lire pour ceux qui nous écoutent seulement, fait que vous allez devoir naviguer vers la description. Si vous êtes sur YouTube, vous allez le voir affiché à l'écran. Je sais pas, Bénédicte, s'il y a d'autres sites ou d'autres endroits où les gens peuvent apprendre sur vos activités ou naviguer un Facebook ou un autre réseau social comme ça. Oui, absolument. Donc notre site, c'est cnpea.ca et vous verrez en haut de la page, il y a l'option français-anglais. Il y a l'opportunité de s'inscrire à nos e-bulletins qu'on envoie régulièrement pour partager des nouvelles, des ressources d'intérêt, les prochains webinaires qu'on va tenir, etc. Et puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur X, Facebook et LinkedIn, généralement sous l'acronyme anglais CNPEA. Et puis, j'inviterai aussi peut-être les personnes intéressées à aller voir un site qui s'appelle futureus.cnpea.ca. Donc, c'est notre stratégie. On a créé une stratégie nationale nous-mêmes il y a 3 ans de cela, qui s'appelle Futur Nous. Et là, c'est vraiment, on présente non seulement la situation où on en est à l'heure actuelle, mais aussi où on veut aller et comment on peut faire ça. Et c'est présenté en fait en morceaux comme des recommandations, que ce soit au niveau individuel, professionnel, collectif, gouvernemental, ce qu'on peut faire tous pour faire avancer la question de la prévention de la maltraitance au Canada. Super. Ben écoute, un immense merci pour ton temps, Bénédicte. C'est vraiment très apprécié. On Ça va m'a se fait plaisir. retrouver, on va se retrouver certainement très rapidement sur différents comités. Puis sinon, pour l'auditoire, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir été là. Puis n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager avec vos amis. Au revoir. Avant de partir, on veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Donc, le 1-888-489-2287.